Salut les terriens et bienvenue sur le journal de l'espace. On est reparti pour faire ensemble le tour de l'actualité spatiale de cette semaine. Comme d'habitude, je compte sur vous pour cliquer bien fort sur le pouce bleu. Allez, c'est parti, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Le projet Breakthrough Starshot fait tomber une barrière technologique essentielle pour voyager plus vite que jamais. De nombreux projets, plus ou moins aboutis, ambitionnent depuis longtemps de faire voyager des vaisseaux à très grande vitesse à travers l'espace, mais malheureusement la plupart de ces études se basent sur des modes de propulsion exotiques, faisant appel à des technologies n'existant pas encore. Malgré tout, sachez que ce rêve est peut-être en phase de devenir réalité grâce à une simple voile permettant d'atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière. Ce défi technologique est au cœur d'un extraordinaire projet dénommé Breakthrough Starshot qui a pour but d'envoyer une multitude de nanosondes vers Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche du nôtre, en utilisant une voile ultra fine de plusieurs mètres de large et propulsée par un rayon laser particulièrement puissant. Ces nanosondes pourraient parcourir les 4,37 années-lumière qui nous séparent d'Alpha du Centaure en seulement 20 ans contre plusieurs milliers d'années pour des fusées conventionnelles. Le projet Breakthrough Starshot est né en 2017 grâce au financement de l'entrepreneur et milliardaire russe Yuri Milner et a ensuite été soutenu activement par le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, convaincu que l'humanité devait partir à la recherche d'une nouvelle planète mère. Comme je vous le précisais, Breakthrough Starshot prévoit d'atteindre une vitesse équivalente à 1/5 de celle de la lumière, soit tout de même 60 000 km par seconde, ce qui implique que la voile tirant le minuscule vaisseau doit pouvoir résister à la très forte poussée issue du rayon laser, tirée depuis la Terre, que l'on appelle en termes scientifiques la poussée radiative. Pour simplifier, plus le nombre de photons composant le laser sont réfléchis par la voile et plus celle-ci ira vite, et c'est là que le génie d'une équipe d'ingénieurs de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis rentre en jeu, en proposant une voile composée de couches ultra fines d'un matériau révolutionnaire composé d'oxyde d'aluminium et de disulfure de molybdène, un matériau innovant résistant à la chaleur. Cependant, il y a un hic, puisque cette grande quantité d'énergie déversée par tous ces photons augmente grandement la température de l'objet propulsé, et pour atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière, la voile, plus légère qu'une plume, devra être capable de supporter une chaleur extrême. C'est ainsi que pour éviter que celle-ci ne fonde ou se déchire, les ingénieurs ont déterminé une forme optimale pour cette voile, qui selon eux devrait être similaire à un parachute avec une profondeur équivalente à sa largeur. Une voile trop tendue, que ce soit sur un bateau ou dans l'espace, est bien plus susceptible de se déchirer. C'est un concept assez simple à comprendre, explique Igor Bargatin, co-auteur de l'étude et professeur associé en ingénierie mécanique à l'université de Pennsylvanie. En plus de cette forme si particulière, les ingénieurs ont compris comment optimiser au maximum la façon dont sont placés les matériaux, ce qui permet à la voile d'atteindre la vitesse visée plus rapidement et par conséquent d'être exposée moins longtemps aux rayons laser. Pour les ingénieurs, ce modèle est une véritable avancée dans le projet Breakthrough Starshot car il y a quelques années, ne serait-ce que penser à ce genre de concept paraissait encore farfelu. Aujourd'hui, les scientifiques ne disposent pas seulement d'un simple modèle mathématique, mais d'un prototype complet qui sera conçu avec de vrais matériaux utilisables dans leur laboratoire. D'ailleurs, il est d'ores et déjà prévu des tests à petite échelle avec des lasers à forte intensité qui, s'ils sont concluants, vont véritablement permettre de faire sauter le principal verrou technologique de ce fabuleux projet qui nous promet la première photographie d'Alpha du Centaure, le plus proche système stellaire de notre système solaire. Allons découvrir ensemble un simulateur virtuel d'exoplanètes habitables, vous allez voir c'est plutôt bien pensé. Ces dernières années, les scientifiques ont déjà découvert plusieurs milliers d'exoplanètes et on ne compte plus les découvertes de planètes potentiellement habitables, c'est-à-dire qui se situent dans une zone ni trop proche ni trop éloignée de leur étoile. Soyons honnêtes, ces annonces, bien que porteuses d'espoir, peuvent paraître un peu trop optimistes, sachant qu'il n'a pas encore été réellement identifié de planète dont on pourrait affirmer à coup sûr qu'elle est habitable pour la vie biologique telle qu'on la connaît. Mais alors à quoi peut ressembler une exoplanète habitable ? C'est à cette question qu'essaye de répondre le simulateur Earth-like World, qui à partir de modèles scientifiques terrestres est capable de générer une exoplanète relativement crédible, une sorte de cousine de notre Terre. Nous avons bien évidemment tenté l'expérience, et voici rapidement comment procéder. Sur la page d'accueil, vous devez renseigner quelques ingrédients, la proportion de l'exoplanète couverte par des terres, le niveau de volcanisme et la position au sein de la zone habitable. Pour les perfectionnistes, la fonctionnalité Advanced Toolkit permet de définir des caractéristiques encore plus poussées telles que le type d'étoile. Un aspect appréciable du simulateur, c'est que dans chaque case que vous devez saisir, le site vous indique quelle est la valeur correspondant à la planète Terre, ce qui permet de tester plusieurs valeurs et de comparer le résultat avec notre propre planète. Il ne vous reste alors plus qu'à cliquer sur Discover a New World et le processus de génération se lance.
On découvre alors un tableau de bord chiffré qui vous permettra de comparer les conditions sur Terre et sur celles de votre exoplanète imaginaire. Mais ce qui rend ce simulateur plutôt unique, c'est sa fonction Render My Planet qui permet d'obtenir une cartographie complète du nouveau monde en produisant également un rendu unique de l'apparence de votre planète. Concrètement, une carte terrestre est créée en fonction de la proportion de terre ferme que vous avez choisie, du taux de volcanisme et de la température de surface qui en résulte, puis un algorithme plus poussé la transforme en un paysage réaliste. Si vous voulez vous aussi tester ce simulateur bien sympathique, direction la description de la vidéo, vous retrouverez le lien du projet. Amusez-vous bien! Et c'est parti pour le traditionnel zapping du journal de l'espace, plein de petites news qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Comme on pouvait s'en douter, le retour des humains sur le sol lunaire, prévu initialement en 2024 puis en 2025, sera finalement décalé à 2026 au plus tôt. Paul Martin, l'inspecteur général de la NASA, a annoncé la mauvaise nouvelle lors d'une audience du sous-comité de l'espace et de l'aéronautique, mardi 1er mars, dans le cadre d'une mise à jour importante du programme Artemis. Plusieurs éléments justifient ce nouveau retard, d'une part la pandémie de coronavirus qui a généré d'importants problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, et d'autre part une explosion du budget qui ne permettra pas de maintenir le programme Artemis dans sa configuration actuelle. Pour info, le coût de production d'un seul système SLS Orion est désormais estimé à 4,1 milliards de dollars par lancement, et le budget global jusqu'en 2025 à 93 milliards. Enfin, n'oublions pas les problèmes techniques, tout d'abord côté lanceur avec de nombreux retards lors des dernières phases de test du SLS, ce qui ne permettra pas un décollage avant mai 2022 au plus tôt, mais également côté combinaison spatiale où le développement des nouveaux modèles a non seulement explosé les budgets, mais aussi pris beaucoup de retard. Selon un récent audit, les 2 premières combinaisons ne seront pas prêtes avant au moins 2025. Si on ajoute encore l'incertitude autour du Starship lunaire dont le prototype suborbital n'a pas encore décollé, on ne peut s'empêcher de penser que la date de 2026 semble même très optimiste. Les roues du rover martien Curiosity sur Mars commencent à être bien usées. C'est le 27 janvier que le robot a envoyé vers la Terre plusieurs photos de ses roues en aluminium, et franchement il y a de quoi sérieusement s'inquiéter quand on voit les larges trous permettant même de voir à travers le sol rouge martien. Et oui, en août 2022, le brave et robuste rover Curiosity fêtera un anniversaire symbolique, celui de sa première décennie terrienne passée à la surface de la planète rouge, pendant laquelle il a parcouru plus de 27 km en roulant. Malheureusement, sur Mars, il n'y a pas encore de route bien plate ou sans obstacles, et avec le temps, les roues de Curiosity s'abîment inéluctablement. Il faut savoir que le rover a été posé dans le cratère Gale, choisi pour la variété de ses roches, mais le revers de la médaille est que cet endroit est très escarpé avec des roches très acérées sculptées par les vents depuis des milliards d'années. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA savent que forcément l'usure des roues va empirer, mais déclarent également maîtriser le problème afin de prolonger le plus longtemps possible la mission. Ce qui est certain en revanche, c'est que lorsque les roues seront vraiment hors service, et compte tenu du coût très important du maintien de cette mission, la NASA décidera probablement d'éteindre définitivement son rover, bien qu'il paraisse beaucoup plus probable que ce ne soit un autre composant de l'astromobile qui tombe en panne avant les roues, comme par exemple l'ordinateur de bord pour lequel il a déjà fallu basculer sur le deuxième exemplaire en backup à cause de soucis de mémoire il y a quelques années. L'opérateur de satellite OneWeb, basé à Londres, a annoncé jeudi suspendre ses lancements de satellites depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, alors que Moscou demandait au gouvernement britannique de renoncer à sa participation dans l'entreprise. C'est justement une fusée Soyouz opérée par OneWeb et Arianespace qui devait décoller samedi 5 mars de Baïkonour au Kazakhstan avec 36 satellites à bord. Le gouvernement britannique soutient la décision de OneWeb, a immédiatement déclaré le ministre britannique des entreprises Kwasi Kwarteng sur Twitter, ajoutant qu'après l'invasion illégale et sans provocation de la Russie en Ukraine, nous examinons notre participation dans tous les projets impliquant une collaboration russe. Pour rappel, le gouvernement britannique et le conglomérat indien Bharti Global avaient repris en 2020 OneWeb, alors en faillite, rejoint en 2021 par l'opérateur européen Eutelsat. Les satellites qui devaient être lancés ce week-end devaient rejoindre les 428 déjà en orbite, formant une constellation visant à offrir Internet haut débit partout dans le monde afin de concurrencer le système Starlink de SpaceX, mais en vertu d'un contrat avec Arianespace confirmé en septembre 2020, c'était alors 16 tirs de Soyouz qui étaient prévus entre décembre 2020 et fin 2022 pour achever le réseau qui doit atteindre 648 satellites pour fonctionner. Autant dire que vu la situation en ce moment, OneWeb n'est pas encore au bout de ses peines.
C'est en novembre 2020 que le premier vol réussi de la capsule Crew Dragon de SpaceX permettait aux États-Unis de s'affranchir de leur dépendance russe pour les vols habités, et c'est dans un communiqué du 28 février 2022 que la NASA annonce avoir attribué 3 missions supplémentaires à SpaceX afin de garantir une présence américaine ininterrompue dans l'accès à la station spatiale. SpaceX sera donc chargé du transport des équipages des missions Crew 7, Crew 8 et Crew 9 pour un contrat dont le montant est porté à 3,5 milliards de dollars, soit plus de 3,1 milliards d'euros, et ce jusqu'en 2028. À l'heure actuelle, c'est l'équipage de la mission Crew 3 ou Crew 3 qui se trouve à bord de la Station Spatiale Internationale, sachant que les rotations d'équipage sont organisées tous les 6 mois environ. A chaque fois, c'est une fusée Falcon 9 qui lance la capsule Crew Dragon dont l'habitacle peut transporter jusqu'à 4 astronautes, ainsi que des marchandises diverses utiles pour la vie quotidienne dans l'ISS. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était d'ailleurs à bord d'une de ces capsules Crew Dragon que l'astronaute Thomas Pesquet a fait l'aller-retour Terre-ISS. Bien évidemment, la modification apportée au contrat entre la NASA et SpaceX survient dans le contexte particulier du conflit en Ukraine, et on ne peut s'empêcher qu'à quelques années près, sans les vaisseaux de SpaceX, la NASA aurait pu se retrouver complètement bloquée par la Russie, qui aurait pu refuser d'emmener le moindre astronaute américain ou européen sur la Station Spatiale Internationale. Le 28 février, Rocket Lab a réussi son premier lancement de l'année en mettant sur orbite un satellite d'observation japonais depuis son nouveau complexe de lancement en Nouvelle-Zélande. Ce nouveau site double désormais la capacité opérationnelle de l'entreprise et lui permettra à l'avenir d'envisager 2 lancements consécutifs. Pour info, Rocket Lab possède désormais 2 petits ensembles de lancements classiques dénommés Pad A et Pad B, d'une taille équivalente à un terrain de tennis. L'entreprise a également annoncé après le lancement qu'elle avait décidé de produire son futur lanceur réutilisable Neutron dans l'État de Virginie aux États-Unis et que la construction de l'usine allait rapidement commencer. C'est également une vénérable fusée américaine Atlas V qui a lancé le 1er mars dernier un satellite météorologique de nouvelle génération nommé GEOES-18 depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride. Placé en orbite géostationnaire à une altitude d'environ 35 000 km, GEOES-18 surveillera grâce à ses caméras de très haute résolution la côte ouest des États-Unis, l'Alaska, Hawaï, le Mexique, l'Amérique centrale et l'océan Pacifique jusqu'en Nouvelle-Zélande. Le satellite sera idéalement placé pour détecter et surveiller en temps réel les risques environnementaux tels que les incendies de forêt, les tempêtes de poussière ou les éruptions volcaniques. GEOES-18 surveillera également le Soleil et les éruptions solaires et détectera les dangers météorologiques spatiaux qui peuvent perturber les communications, les systèmes de navigation et les réseaux de distribution de l'électricité sur Terre. Avant de partir, je compte sur vous pour liker la vidéo et nous laisser un commentaire, vous savez à quel point c'est important pour le développement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir le journal de l'espace, c'est par ici que ça se passe, et quant à nous, on se retrouve mardi pour le prochain journal de la Starbase avec le Starship de SpaceX. D'ici là, prenez bien soin de vous, salut les terriens!